Bonsoir et bienvenue à cette finale régionale de ma thèse en 180 secondes. Je savais qu'en université vous étiez calme, c'est incroyable. Alors j'observe qu'il y a des visages que je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez ma thèse en 180 secondes? Ah ouais, d'accord, j'ai à peu près 200 personnes dans la salle et j'ai entendu un « oui ». Non? Vous imaginez, ce sont les cerveaux qui vont générer les solutions du monde de demain. Ils travaillent d'arrache-pied pendant des années. Et là, on leur demande, en 180 secondes, 3 petites minutes, de vulgariser leurs travaux pour les rendre accessibles. Et ceci, de le faire avec une forme d'originalité. Leur métier ne les emmène pas toujours à prendre la parole en public. Mais ils vont vous montrer avec quelle flexibilité, quelle adaptabilité ils sont capables de transmettre des sujets parfois extrêmement complexes de manière simple. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que vous êtes motivés à les voir? Ils ont déjà eu à se défaire d'une demi-finale. Ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est que vous puissiez les rencontrer. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes pressés pour les rencontrer, nos candidats? Je vous demande d'accueillir Camille Paquet, Daniel Poultney, Hélène Caillé, Mickaël Rakotobé, Emeline de Boisvilliers, Annabelle Céleste, Maximin Bonnet, Jocelyn Legal-Lassalle, Maïté Bernard et Ludovic Fontaine. Sans oublier Ève Étienne. Ce sont nos finalistes pour cette finale régionale. Alors, pour que la finale régionale se déroule dans les meilleurs auspices, je vais vous demander de prendre vos téléphones et de les mettre en mode avion. C'est fait pour tout le monde? Il faut savoir que nos candidats, pendant ces 180 secondes, n'auront pas la possibilité de recommencer. Le temps ne sera pas arrêté, sauf si on a un problème technique. Problème micro, problème de timer, problème de diapo. Ce qui veut dire que si l'un d'entre nous a oublié de mettre son téléphone en mode avion et qu'on les perturbe, on aura ça sur notre conscience jusqu'à la fin de nos jours. Vous avez bien vérifié une deuxième fois? Ok. Maintenant, la difficulté, c'est pour le jury. Le jury va devoir les évaluer sur leur originalité, sur leur capacité à vulgariser, sur leur aisance orale. Et à l'issue, 2 d'entre eux pourront être qualifiés pour des finales nationales. Ce qu'on leur souhaite. Après ces finales nationales, peut-être qu'ils pourront représenter les universités françaises sur une finale internationale. Ça vous met la pression ? Non, ils ont l'air cool, on les connaît, ils sont déjà sortis du lot. Dites-moi, est-ce que chacun d'entre vous a reçu un sac? Est-ce que vous avez remarqué que vous avez un jeton dans le sac? Regardez bien ce jeton et conservez-le précieusement. Pourquoi? Parce que nous avons 2 prix du jury et 1 prix du public. Vous allez voir que chacun de nos candidats a une petite boîte à son effigie. Et en fonction de celui qui vous aura le plus séduit, vous aurez la possibilité de voter pour lui. Vous voulez savoir ce qu'ils vont gagner? Je crois que c'est le meilleur moment pour proposer à nos candidats d'aller se préparer parce que dans quelques instants, ça va démarrer pour eux. Et puis vous savez, un événement comme ma thèse en 180 secondes, il faut que ce soit porté. Il faut que ce soit porté par des équipes. Et quand on a une équipe, on a forcément des chefs d'équipe. Alors je vais demander à Christian Lefebvre-Delancourt, directeur de l'école doctorale Sciences, Technologies et Santé, de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Je suis un garçon égoïste, j'ai pas envie de prêter mon micro. Il est allumé.
Mais oui, mais quand on a du talent, on peut en gâcher 60 pour de la technique. Enfin, c'est ce qu'on aime se dire. Finalement, on va faire avec le mien. Alors, dites-moi, pourquoi ma thèse en 180 secondes? On a décidé de lancer ce concours pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un excellent moyen de faire de la vulgarisation, d'ouvrir un peu les sujets de recherche de l'université au grand public. Donc ça, c'est très, très important pour nous. Mais également, c'est un exercice très intéressant pour les doctorants, parce que ça leur permet d'apprendre un peu à communiquer sur les temps très courts, des sujets parfois compliqués. Et c'est ce qu'ils pourront être amenés plus tard à faire dans des entretiens d'embauche, par exemple, où on leur demande très rapidement de savoir s'exprimer sur un sujet de façon très précise. Donc ces deux points-là sont vraiment les deux points importants pour ce concours. La vulgarisation au grand public et puis aussi la formation des doctorants à ces techniques de présentation. Et dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont à gagner en fait? Alors, comme ça a été dit précédemment, il y a 2 prix du jury qui vont être délivrés, qui vont être décidés par le jury, et un prix du public. Les 3 lauréats vont gagner un montant de 800 € qu'ils pourront utiliser pour leur travail de thèse ou pour éventuellement préparer un stage post-doctoral. Et donc, sur ces 3 candidats, 2 iront en finale. Donc, si le premier candidat qui est obtenu, enfin, le premier du jury n'est pas le même que le prix du public, à ce moment-là, les 2 candidats iront en finale, donc ils auront en demi-finale, donc ils auront en plus l'occasion d'aller à Paris pour défendre l'Université de La Réunion. Si le premier prix du jury est le même que le premier prix du public, à ce moment-là, le deuxième prix du jury sera celui qui partira avec le premier prix. Donc, il gagne un montant numéraire et également le voyage. Sacrée expérience, ils n'ont pas forcément cette habitude. Alors, comme on vous a dit, 2 prix du jury et 1 prix du public. Donc le public, c'est vous. Mais qui va avoir la lourde tâche de départager nos candidats? Le jury qui a été choisi. Mais avant de vous le présenter, je vous demande de remercier le directeur de l'école doctorale Sciences, Technologies et Santé, Christian Lefebvre d'Elancourt. Juste pour préciser que c'est une équipe qui a monté ce projet et que donc je remercie également tous les membres de l'équipe qui ont participé. Merci. Nos membres du jury, qui sont-ils? Vous aurez l'occasion de faire plus ample connaissance avec eux tout à l'heure. Je vais juste leur demander de me rejoindre, que vous puissiez les identifier. Je vais appeler Mathilde Sinama, ingénieure conseil en financement de l'innovation au cabinet F Initiativas. Bonsoir. Laurent Gaborio, directeur de la Technopole de La Réunion. Bonsoir. Johanna Martin, journaliste chez RTL Réunion. Patrice Huette, le directeur scientifique de la Cité du Volcan. Et Jonathan Vidal, archéologue, ingénieur d'études à la direction des affaires culturelles. C'est pour vous qu'il reviendra d'avoir la tâche de départager nos candidats. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous demande de les applaudir chaleureusement, ce ne sera pas simple. Et dans quelques instants, nous allons démarrer avec nos candidats. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de vous rencontrer individuellement et que vous puissiez nous dire peut-être ce qui vous a motivé dans ce type de démarche. Et nous vous remercions d'ores et déjà de votre participation en tant que jury. Merci. Est-ce que vous êtes pressés de les voir? Alors, je sais qu'ils vous entendent. Dans un premier temps, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les encourager, s'il vous plaît. Elle nous vient du laboratoire Géosciences Réunion. Elle va nous parler de l'étude de la structure interne d'un volcan basaltique, le Piton des Neiges.
Elle va regarder l'évaluation de son potentiel géothermique. Elle s'appelle Camille Paquet. Camille, tu es prête? Ils sont à toi, je te laisse faire démarrer le chrono. Les volcans sont des êtres de feu. Non, me fascinant, nous fascinant. Mais ces volcans ne sont pas immortels. Ils finissent eux aussi par mourir. Non pas d'un arrêt cardiaque, mais plutôt d'un essoufflement de leur cœur, la pompe magmatique. Moi, je suis géologue structuraliste et le but de ma thèse est de déterminer l'anatomie d'un volcan mort et en cours de décomposition. Ce volcan, c'est le Piton des Neiges, et cela fait plus de 20 000 ans qu'il s'est éteint et subit de plein fouet les intempéries. Maintenant que ses flancs sont creusés par les cirques, les falaises entaillées par les rivières et que les épisodes neigeux se font rares, moi, petite mortelle, m'engouffre dans les entrailles de ce géant. Marteau et loupe en main, tel un médecin avec son stéthoscope, j'ausculte les roches du Piton des Neiges. Il m'arrive d'observer des fractures, témoignage de grandes catastrophes qui chamboulent la vie de mon patient et compliquent mon diagnostic. Mes travaux consistent dans un premier temps à parcourir des kilomètres de sentiers afin d'établir une carte des roches et des fractures présentes chez mon patient. C'est ce qu'on appelle la cartographie géologique. J'effectue également des examens complémentaires afin de déterminer la composition des roches que j'ai soigneusement sélectionnées, mais aussi leur âge, grâce à des observations au microscope et des analyses chimiques sophistiquées. Tous ces indices me permettent ainsi de reconstituer les 2 millions d'années d'histoire de ce vieux Piton des Neiges, ses constructions et ses destructions. Mais revenons aux fractures, parce que les fractures, c'est ma spécialité. Les fractures sont des zones de faiblesse, fragilisant les volcans. C'est d'ailleurs elles qui sont à l'origine des éboulis et des glissements de terrain. Il est donc important de savoir si ces fractures se sont bien réparées, bien colmatées. En fait, non, justement, parce que je suis géologue structuraliste. Et qui dit structuraliste dit structure, dit fracture. Et donc les fractures pas bien réparées, c'est justement ce qui m'intéresse. Je ne suis donc pas médecin, donc je ne cherche pas à les soigner, mais à savoir si un trésor s'y cache. Mais quel peut bien être ce trésor sur un volcan éteint, appelé le Piton des Neiges? La chaleur, évidemment. C'est plutôt l'eau chaude, à vrai dire, la géothermie de son petit nom. Mais cette eau chaude, comment savoir si elle s'y cache réellement? C'est là tout l'enjeu de la deuxième partie de ma thèse. Je vais effectuer une échographie le long de ces fractures, en faisant passer un courant électrique dans le sol pour savoir si des fluides chauds dits géothermaux s'y cachent. En d'autres termes, j'essaie de savoir si les fractures du Piton des Neiges ne constituent pas, en réalité, un vaste réseau de canalisation rempli d'eau chaude au sein duquel il serait possible d'effectuer un forage pour faire remonter cette eau chaude en surface pour produire de l'électricité. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, je ne vais sûrement pas inventer l'eau chaude, mais j'ai 3 ans pour essayer de la trouver. Waouh! Je vais avoir un peu plus de tolérance avec le Piton des Neiges quand je vais le grimper, maintenant que je sais qu'il a des fractures. Alors, il nous vient du CIRAD. Il va nous parler d'un sujet très important, la canne à sucre. Il va nous parler de l'effet de l'apport des fertilisants organiques sur le cycle d'azote en agroécosystème de la canne à sucre à La Réunion. Je vous demande de l'accueillir avec des applaudissements. Il s'appelle Daniel Poultney. Ils sont à toi. Ceci n'est pas un caca. C'est un fertilisant organique riche en nutriments essentiels pour la croissance et le développement des plantes. Un de ces nutriments majeurs, c'est l'azote, qui est souvent limitant dans des cultures et dans des champs de canne à sucre, par exemple ici, à La Réunion,
ou bien chez moi, en Afrique du Sud. Mais l'azote, c'est le gaz le plus abondant dans l'atmosphère. Donc, comment ça que ça peut être limitant? C'est parce que c'est dans une forme que les plantes ne peuvent pas utiliser. Il faut l'éclairage ou les petits micro-organismes de sol de transformer ça dans une forme que les plantes peuvent utiliser. Mais ça ne suffit pas pour une population de monde assez grande. L'invention de fertilisants chimiques au début du XXe siècle a tout changé. Ça a augmenté énormément la production d'alimentation. Par contre, c'était très inefficace et il y avait beaucoup de conséquences négatives pour l'environnement. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, presque 300 fois plus puissantes que CO2, et aussi des pertes de nitrates au niveau du sol qui sont contaminantes pour les nappes phréatiques. Alors, c'est quoi l'intérêt de fertilisants organiques? L'espoir est que ça peut être plus efficace que les fertilisants chimiques, c'est-à-dire pour la même productivité, d'avoir moins de pertes et alors moins de conséquences négatives pour l'environnement. Et ça, c'est l'objectif de ma thèse. C'est de faire une comparaison de l'efficacité d'utilisation de l'azote, de les fertilisants chimiques qui sont apportés ici à La Réunion et deux types de fertilisants organiques qui sont faits sur place ici. Le bout de station d'épuration et le lisier de porc. Peut-être que vous avez déjà entendu des agriculteurs qui utilisent des fertilisants organiques, par exemple de fumier des animaux. C'est vrai que c'est bien connu que ça nourrisse bien le sol et les plantes, mais par contre, leur efficacité et le niveau de perte, c'est encore peu étudié. Qui pourrait penser que les déchets de cochons, ou même le nôtre, pourraient jouer un rôle assez important pour le niveau de nutrition et de limiter les pertes ici dans les champs de canne à sucre à La Réunion ou ailleurs dans des autres cultures. Ceci n'est pas que un caca. Merci. Merci beaucoup. Alors, je suis content que tu t'intéresses de près à ces fertilisants organiques parce que tu vois, la canne à sucre, c'est quelque chose de sacré pour moi. Tout ce que je connais de la canne à sucre, c'est le jus qui est extrait, qui à un moment fermenté finit par nous détendre. Et la seule association que j'utilise, c'est celle du sucre lui-même qui est fait pour nous détendre. Donc j'ai hâte que tu arrives au bout pour qu'on puisse avoir encore plus de canne à sucre et qu'on soit encore plus détendu. Merci Daniel. Merci beaucoup. Alors on part des fertilisants organiques et on va sur un autre sujet qui est très important au sein de La Réunion. Elle nous vient du laboratoire PIMENT. Alors PIMENT, c'est pour physique et ingénierie mathématique pour l'énergie, l'environnement et le bâtiment. Elle va nous parler de la cométhanisation des biodéchets et des boues des stations d'épuration, les expérimentations, l'optimisation et la modélisation à l'échelle semi-industrielle. Elle s'appelle Hélène Caillé. Dès que tu es prête, tu fais signe. Papa, maman, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais faire une thèse sur le traitement des déchets. Toi là, vraiment, tu vas toucher aux déchets. Et 5 ans d'études pour ça. Mais Hélène, est-ce que je dois te rappeler que tu as la nausée rien qu'en passant devant une poubelle? Je vais vous expliquer. Oui, maman, bien sûr, je vais mettre la main à la pâte. C'est logique. Et papa, c'est justement pour cela que je souhaite travailler sur cette thématique. Saviez-vous que la majorité des déchets que nous produisons sont enfouis, alors qu'ils pourraient être valorisés énergétiquement par méthanisation?
Oui, mais Hélène, c'est quoi la méthanisation? Eh bien, tout simplement, c'est exactement ce qu'il se passe dans notre système digestif. Nous mangeons, nous digérons, puis nous rejetons des sels et du gaz, avec lequel nous pouvons produire de l'énergie. Voilà comment j'ai annoncé mon sujet à mes parents. Dans nos poubelles, savez-vous ce que l'on pourrait méthaniser? Eh bien, ce sont tous les déchets organiques, avec les restes alimentaires ou encore les cartons souillés qui ne peuvent plus être recyclés. Pour vous donner une idée, près de la moitié de nos poubelles pourraient être méthanisées. Intéressant, n'est-ce pas? Concrètement, je travaille sur des expérimentations pour vous dire combien de méthane nous pouvons produire avec tel ou tel déchet. Ensuite, j'optimise cette production. Pour cela, je fais travailler mes employés à la chaîne, tel le modèle de forme. Hydrolytique est le premier à travailler. Ensuite vient acidogène, puis acétogène et enfin méthanogène, qui produit le méthane. Mon objectif est simple, telle une entreprise, travailler plus pour produire plus, pour gagner plus. En réalité, chaque employé correspond à un groupe de bactéries, chacun avec une fonction spécifique. Maintenant, imaginons que acidogène soit malade. Que se passe-t-il? Catastrophe! Personne ne peut le remplacer. La production est arrêtée. C'est pour cela que je garantis à mes employés des conditions de travail optimales, comme un pH neutre ou une agitation adaptée. Pour finir, je modélise le tout afin de vous dire combien de méthane nous pouvons produire avec l'ensemble de nos déchets organiques pour que nos poubelles produisent l'énergie de demain. Wow. Bah, tu vois, présenté comme ça, je suis prêt à ce que tu m'embauches. Pour venir travailler dans mes déchets? Ouais, vu les conditions de travail, on peut y aller. Je veux bien stagiaire. Merci beaucoup, Hélène. Merci. On a parlé des fertilisants, on a parlé des déchets, on va aller sur quelque chose qui nous concerne tous. On en est composé à 70%. Il nous vient aussi du laboratoire Piment. Il va nous parler de l'optimisation topologique des filtres pour absorption des polluants dans l'eau. Mickaël Rakotobé. Moi, je fais de l'optimisation topologique pour trouver l'agencement optimal de matière dans un filtre, dans le but de dépolluer de l'eau. Comme ça a l'air compliqué. Mais je peux vous l'expliquer. Vous voyez le Palais des Glaces? C'est cette attraction qu'on voit souvent dans les fêtes foraines. Le but? Trouver la sortie. Pour cela, il faut traverser un labyrinthe formé par un ensemble de cloisons transparentes. Et généralement, comme on veut éviter de se cogner et de se retrouver avec une bosse sur le front, on utilise ses mains et on tâtonne. Ok, ici il y a une cloison, je m'arrête. Ok, ici c'est vide, je peux avancer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On progresse au contact des parois et on y laisse des traces de doigts sur les vitres. D'ailleurs, un enfant qui entrerait avec les mains sales pourrait même se retrouver à la sortie avec les mains propres, à force de tâtonnement. Ben ça, c'est ce qu'on appelle l'adsorption. Les salissures sur ses mains se sont fixées sur la surface des cloisons. Et si on s'amusait à disposer l'ensemble des cloisons pour que chaque personne qui entre circule d'une certaine manière et ressorte les mains propres? Eh bien, c'est ce que je fais dans ma thèse. Mais pour moi, le Palais des Glaces, c'est une sorte de boîte dans laquelle ce ne sont pas les personnes qui circulent, mais de l'eau. Et dans cette boîte, ce ne sont pas des cloisons que l'on place, mais des matériaux filtrants.
Quand l'eau circule au contact de ces matériaux, les polluants vont s'y absorber, tout comme les traces de doigts. Et à la sortie, l'eau contiendra moins de polluants. Maintenant, comment on agence ces matériaux filtrants? Au hasard, ici j'en mets une, ici j'en mets pas, et ici j'en mets deux? Vous pensez bien que non. Il nous faut une meilleure méthode. C'est ce sur quoi je travaille dans ma thèse. Cette méthode, c'est l'optimisation topologique. Il s'agit de disposer les matériaux pour atteindre des objectifs, qui sont diminuer la concentration des polluants dans l'eau et utiliser le moins de matériaux possible, tout en prenant en compte les contraintes qui s'imposent à moi, comme la manière dont l'eau circule et transporte les polluants. Pour trouver la meilleure disposition de ces matériaux filtrants dans cette boîte, j'utilise les mathématiques. Comment? Je mets d'abord les objectifs et les contraintes sous la forme d'équations. Ensuite, je découpe l'intérieur de ma boîte en plusieurs petits volumes. Et j'introduis dans mes équations ce que l'on appelle une variable de conception. Enfin, j'intègre le tout dans un code de calcul. C'est ce code qui permet, suivant la valeur de la variable de conception, de placer ou non un matériau filtrant dans chaque petit volume de la boîte. Ainsi, dans ma thèse, je développe une méthode qui allie la physique et les mathématiques pour un jour vous construire un filtre à eau totalement optimisé. Wow. Alors je lui dois beaucoup parce que en 3 minutes, il vient de m'expliquer que si j'avais bossé un peu plus en maths, à la maison, j'aurais fait une optimisation topologique pour installer le bon chemin que mes gamins aillent se laver les mains plutôt que mettre les salissures partout. Bon, j'imagine que c'est pas le but dans lequel tu étudies, mais tu vois, il y a déjà une autre application. Merci beaucoup. Merci. Pour cette bonne soirée à vous. Michael. Bon, je sais qu'on est le 22 mars, mais maintenant on va vous parler des femmes. On va vous parler des sages-femmes. On va vous parler des infirmières, des pédiatres, des puéricultrices. On va vous parler de l'histoire des femmes soignantes à La Réunion de 1946 à 1990. Elle fait partie du laboratoire Océan Indien, Espace et Société. Je vous demande d'accueillir Emeline de Boisvilliers. Aujourd'hui, il y a ceux qui prédisent la météo, ou encore ceux qui prédisent l'avenir, comme cette célèbre Madame Irma. Moi, je ne prédis rien, mais je fais quelque chose de mieux. Historienne, je peux voyager dans le temps. Si je vous dis stéthoscope de Pinard, spasmalgine, pénicilline ou encore plan de périnatalité, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais au contraire, si je vous parle d'échographie, de monitoring, de suivi de grossesse, ça vous parle peut-être un peu plus. Parmi vous, mesdames, ce soir, peut-être que certaines ont déjà donné naissance. Et parmi vous, messieurs, eh bien, vous avez supporté. Rappelez-vous, dans cette salle d'accouchement, des machines, des médecins, des sages-femmes autour de vous, tout est hyper médicalisé, contrôlé et les bébés pris en charge rapidement en cas de problème. Mais si on remonte 70 ans en arrière, mettre au monde et venir au monde n'était pas chose facile. Nous sommes en 1946. La Réunion est un département français. Mais les conditions de vie sont précaires et la situation sanitaire est préoccupante. Un bébé sur 6 n'atteint pas l'âge d'1 an. 74%, c'est le taux de naissance à domicile et 25% le nombre de sages-femmes pour l'ensemble de l'île. Aucune technicité au sein des établissements hospitaliers, des maladies infantiles qu'il faut absolument éradiquer et un manque important de professionnels de santé. Mais rassurez-vous, peu à peu, des améliorations. Mais entre 1946 et 1990, qu'est-ce qui a changé? Grâce à qui? Comment? Eh bien, pour répondre à ces questions, tel Sherlock Holmes des temps modernes, je mène mon enquête. Je vais à la rencontre de soignantes, afin de découvrir dans quelle mesure et de quelle manière se sont améliorées ces professions autour de la grossesse, naissance et petite enfance. Je tente également d'identifier la manière dont, au cours de l'histoire, ont évolué les techniques et les pratiques visant à promouvoir la santé de la mère et de l'enfant,
à améliorer les structures hospitalières et les conditions à la naissance. Il paraît que Rome ne s'est pas faite en un jour. Eh bien, cette expression prend tout son sens. En effet, le système de santé que nous connaissons tous aujourd'hui à La Réunion a mis 73 ans à se développer et à s'améliorer. Dans ma thèse, écrire l'histoire de la santé ne peut se faire sans écrire l'histoire des femmes soignantes. Il s'agit de mettre à la portée de tous des récits de vie qui ne sont dans aucun document d'archives, aucun livre. Et pourquoi pas faire en sorte que leur histoire fasse partie de notre mémoire collective. Cette manière d'écrire l'histoire, en la fondant sur des témoignages, représente bien des avantages. Ces femmes soignantes, en revisitant leur carrière, en se remémorant leurs déceptions, leurs joies, eh bien, elles donnent à voir la répercussion des changements. Ces femmes ont toutes une histoire différente. Elles ont toutes apporté quelque chose de différent. Mais si je vous dis qu'elles ont un point en commun, elles ont cette volonté de transmettre, soigner et donner la vie. Merci. Bravo. Alors, si la répartition dans ces professions est équivalente à la répartition dans la population, on a un peu plus de femmes que d'hommes, donc tu as encore pas mal de monde à interviewer. C'est ça. Okay, j'ai hâte que tu arrives pas au bout fini. pour voir l'issue. Merci beaucoup, Merci. Emeline. Elle nous vient du labo UMR Espace Dev. Et elle n'est pas venue seule. Elle va nous parler des stratégies de territorialisation maritime et intégration régionale des îles françaises dans l'océan Indien, plus précisément de la Réunion, de Mayotte et des îles Éparses. Je vous demande d'accueillir Annabelle Céleste. Dès que tu es en place, ils sont à toi. Et tu démarres quand tu veux. Je suis fan de Bernard Guetta, car pendant que son demi-frère David enflammait les plages d'Ibiza derrière ses platines, Bernard, lui, permettait à des millions de Français de comprendre les enjeux géopolitiques contemporains. Si bien que je n'avais plus qu'un rêve, succéder à Bernard et passer sur France Inter tous les matins. Et dans ma tête, ça ressemblait un peu à ça. Bonjour Annabelle Céleste. Bonjour Patrick. Oui, parce que dans ma tête, c'est toujours Patrick Cohen qui présente. Ce matin, les îles françaises du sud-ouest de l'océan Indien. Dans cette région, la France possède plus d'1 million de kilomètres carrés de territoire maritime grâce aux îles habitées de la Réunion et de Mayotte et aux îles Éparses qui ne sont, elles, habitées que par des militaires, des oiseaux et des tortues marines. À l'exception de la Réunion, la souveraineté de ces îles, c'est-à-dire leur appartenance à la France, est contestée par les autres pays de la zone, à savoir les Comores, Madagascar et Maurice. Et pourquoi la France est-elle contestée, Annabelle, en particulier dans les Éparses ? Eh bien, Patrick, ce n'est pas tant ces petites îles inhabitées qui intéressent les États, mais leur énorme territoire marin. Leurs eaux sont riches en poissons et leur sous-sol refermerait du gaz et du pétrole. Qui possède ces îles possède le droit souverain d'exploration et d'exploitation de ces ressources. De plus, elles sont stratégiquement placées sur les routes maritimes qui relient le Moyen-Orient et l'Asie à l'Afrique et à l'Amérique. Mais pourquoi êtes-vous en train de torturer ces pauvres gens avec cette histoire et une très mauvaise imitation de Patrick Cohen ? Eh bien, Patrick et cher public, c'est parce que ces petites îles sont au cœur de ma thèse. Depuis 3 ans maintenant, je mesure avec des indicateurs sociaux et économiques l'importance de ces îles dans la stratégie maritime des États et leur impact dans les relations diplomatiques. En d'autres termes, à quoi ça nous sert de nous battre pour ces petits cailloux perdus au milieu de l'océan et qu'est-ce que ça nous apporte ? Mon but est de créer un modèle qui permet de trouver le juste milieu entre bagarre et coopération pour la France et ses voisins dans des domaines comme l'économie, l'écologie ou la sécurité. Pour cela, je lis des livres, je lis la presse, je lis des accords de pêche, je lis des accords de libre-échange, bref, des papiers qui peuvent vous paraître un peu barbants mais qui me passionnent. Je discute aussi avec des personnes qui fabriquent ces stratégies maritimes et qui sont porteuses d'un savoir qu'on ne trouve pas dans les livres. Aujourd'hui, 80% du commerce mondial voyage par la mer. Les routes maritimes ne sont pas si différentes que les routes terrestres. Si un pirate avec un gilet fluo attaque votre bateau, vous pouvez dire au revoir à vos chocolats de Pâques.
Et pour conclure, Annabelle? Eh bien, Patrick, et cher public, je ne vous dirai qu'une chose. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus qu'hier, qui tient la mer, tient le monde. Annabelle, j'ai hâte que tu termines parce que je suis moi-même un auditeur régulier de France Inter. Mais je trouve que c'est vachement plus sympa avec toi Merci aux côtés de Patrick Cohen. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Est-ce qu'il y a des amateurs de viande dans la salle? Bon, vous ne serez pas laissés pour compte ce soir. Il fait partie du Centre d'économie et de management de l'océan Indien. Et là, on va parler d'un appui à la filière bovine. Mais pas n'importe laquelle. La filière bovine allaitante à La Réunion. On va avoir une évaluation des scénarios d'augmentation de la production de cette filière. Pour ce faire, je vous demande d'accueillir Maximin Bonnet. Dès que tu le souhaites. C'est parti. Je me présente, je m'appelle Maximin, je voudrais bien réussir ma thèse. Mais pour tout ça, laissez-moi vous en parler 3 minutes. La Réunion est une île perdue dans l'océan Indien. Des montagnes qui touchent le ciel, des forêts impénétrables, et des plages où l'on peut s'endormir sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. Au loin, vers les docks, ils arrivent le ventre alourdi de riz les bateaux. Tout pourrait pourtant s'effondrer. Le prix du pétrole, une catastrophe quelconque, et patatras, les importations deviennent impossibles. La Réunion ayant importé tout l'été, se trouvera fort dépourvue quand la bise sera venue. Mais que faisait-elle au temps chaud? Eh bien, au temps chaud, pour éviter cela, la Réunion réfléchissait. Elle réfléchissait à comment éviter cette catastrophe. Elle réfléchissait à comment diminuer sa dépendance alimentaire, à comment moins importer ce qu'elle consomme, et notamment en développant l'agriculture locale. Et pour cela, il faut sélectionner les meilleurs candidats qui pourront être produits sur l'île avec les ressources de l'île. La viande bovine est une bonne candidate. Elle peut être produite à partir de ressources locales, telles que l'herbe, la canne fourragère ou les coproduits de la canne à sucre. Dans les hauts, des élevages donnent naissance à des veaux. Dans les bas, ces veaux sont engraissés puis abattus. Labourage et pâturage sont les 2 mamelles de la Réunion. Mais comment faire pour développer cet élevage? Eh bien, c'est là la question centrale de ma thèse. Pour y répondre, ce n'est pas la peine d'aller mettre les mains dans le fumier. J'utilise un outil révolutionnaire, l'ordinateur. Je cherche à comprendre comment fonctionne la filière bovine. Qui sont les éleveurs? Où naissent les animaux? Comment sont-ils engraissés? J'apporte des réponses à toutes ces questions. Par la modélisation, je représente l'ensemble du troupeau de l'île. Comme disait Paul Valéry, ce qui est simple est faux, mais ce qui est compliqué est inutilisable. Je cherche donc le meilleur compromis entre la simplicité des équations que j'utilise et la représentation fine de la réalité. Avec les spécialistes du terrain, nous discutons pour déterminer quelles sont les améliorations nécessaires. Les vaches doivent-elles faire plus de veaux? Ou bien doivent-elles vivre plus vieilles? Ou bien faut-il faire plus grossir les animaux? Nous dégageons plusieurs scénarios d'augmentation de la production. Retour à l'ordinateur. Je rentre les scénarios dans la machine qui me donne à un horizon de 10 ans différents indicateurs. Ces indicateurs me permettront de déterminer quel scénario est le plus efficient, c'est-à-dire capable d'augmenter la production de viande bovine de la Réunion dans les contraintes de l'île. Récapitulons. 1. Je comprends comment fonctionne la filière bovine de la Réunion. 2. Je la représente avec mon ordinateur. 3. Je construis des scénarios avec la filière. 4. J'évalue ces scénarios. 5. La Réunion devient autonome du point de vue de la viande. Puis si avec tout ça, je n'ai pas gagné mon steak, Merci Maximin. Ok, j'ai noté tous tes points et si avec tout ça tu n'as pas gagné ton steak, moi je veux bien te donner le mien parce que tu l'as bien mérité. Merci. Merci à toi. On revient sur le laboratoire piment.
On va parler des prévisions probabilistes de la ressource solaire dans un environnement insulaire. Et pour nous en parler, je vous demande d'accueillir Jocelyn Legal-Lassalle. Monsieur Météo, je te laisse te mettre en place. J'ai à La Réunion pour ma thèse, mais je vais vous parler de ma petite sœur, Lily, qui rêve de devenir poète et qui m'a appelé hier soir. Jocelyn, pourquoi as-tu quitté Paris? Je ne comprends pas ce qui t'a pris. Pourtant, on y était heureux, ton salaire était généreux. Pourra-t-on encore se voir? Moi, sans toi, j'ai peur du noir. Eh oui, ça m'a ému. J'ai répondu, tu as raison, Lily. J'ai travaillé 1 an à Paris pour les centrales électriques au gaz, mais ça m'a vite lassé. Je me suis dit, pourquoi ne pas m'investir dans l'aventure de l'énergie solaire à La Réunion? J'ai découvert que les centrales électriques solaires, la production des centrales électriques solaires n'est pas programmable. Elle dépend de l'ensoleillement. Les scientifiques utilisent donc la météorologie pour prévoir la production d'énergie solaire. Mais Jocelyn, le temps qu'on attend, est-ce tant important? Oui, Lily. Imagine que chaque source d'énergie est une de tes mamies, à qui tu demandes chaque mois de l'argent de poche. Il y a Mamie Charbon et Mamie Gaz, mais elles sont très vieilles et commencent à sentir un peu mauvais. Il y a Mamie Nucléaire, mais tu as toujours peur que l'argent qu'elle te donne t'explose à la figure. Et il y a Mamie Soleil, c'est ta préférée, elle est dynamique et généreuse, mais aussi un peu malicieuse, car elle ne te donne jamais ce que tu lui as demandé. Pas très pratique pour organiser une sortie cinéma entre copines. Eh bien moi, je suis le petit espion qui va observer Mamie Soleil et te dire que tu devras demander un supplément à Mamie Charbon pour ta sortie cinéma. Je suis donc parti en quête des différentes méthodes de prévision d'ensoleillement. Cette recherche m'a d'abord menée chez une très vieille femme, Carla, qui, avec son ami Gilbert, guettait tout l'après-midi le soleil et les nuages arrivés à l'horizon. Mais Carla et Gilbert n'étaient vraiment pas fiables. Surtout Gilbert, à force de fixer le soleil des tropiques, finit par se brûler les yeux. Et Carla brunit. J'ai appelé ça le niveau 0 de la prévision. Le niveau 1 est apparu quand des méthodes informatiques ont permis de donner une prévision sous la forme d'un nombre. Par exemple, le petit espion te dit que Mamie Soleil te donnera 10 €. C'est déjà un progrès, mais la moindre erreur du petit espion risque de t'obliger à annuler au dernier moment ta sortie cinéma. C'est pour cette raison que je travaille sur le niveau 2, où la prévision est donnée sous forme probabiliste. Par exemple, Mamie Soleil a une chance sur 2 de te donner 5 € et une chance sur 2 de te donner 10 €, et tu n'as plus qu'à prévoir une activité pour chacun des scénarios. Ma petite Lily m'avait compris. Elle m'a demandé, quand elle sera très demandée, Mamie Soleil va s'épuiser? Je niais l'idée. Oh Lily, si tu savais. Ses ressources sont immenses, mais pour qu'elle continue à allumer le feu et pour préserver notre planète, ma thèse n'est qu'un outil. Il faudra surtout, et aussi, une prise de conscience, et ça ne pourra se faire que tous ensemble, et donc grâce à vous. Merci. Écoute, Jocelyn, tu peux rappeler Lily ce soir et tu peux lui dire qu'il y a au moins 300 personnes qui vont t'accompagner dans le voyage, qu'elle soit rassurée pour ses sorties cinéma. Super. Merci. Est-ce que vous aimez l'eau? Parce que si vous habitez sur une île et que vous n'aimez pas l'eau, ça risque d'être inconfortable. Est-ce qu'il y en a qui vont à la piscine municipale de temps en temps? D'accord. On reste au laboratoire Piment. On va parler de la consommation énergétique des piscines collectives, l'optimisation et la prédiction de la stratégie de chauffage des bassins. Et pour nous en parler, je vais demander à Maïté Bernard de nous rejoindre, s'il vous plaît. Mets-toi en place. Dès que tu es prête, tu fais signe. Je vous propose de venir avec moi pour faire un petit tour. Imaginez, vous allez à la piscine municipale. Par exemple,
Celle où vont les enfants avec l'école pour apprendre à nager. C'est l'hiver, elle est chauffée. Vous trempez le pied dans l'eau, elle est bonne, quel bonheur. Vous plongez. En sortant, vous passez devant la centrale thermique au fioul. Un gros nuage de fumée sort de la cheminée. Vous êtes en colère, car elle n'est toujours pas fermée. Vous demandez quel est le lien entre la centrale thermique et la piscine? Eh bien, si la centrale thermique fonctionne, c'est pour chauffer la piscine. Je m'explique. Quand on rentre le soir du travail, on branche tous en même temps la marmite à riz. Pour répondre à la demande, des centrales thermiques polluantes sont allumées, mais aussi le prix des consommations est élevé pour les industriels, pour les inciter à diminuer leur consommation. J'ai donc décidé de mettre en place un système qui permet de ne pas chauffer les piscines durant cette période, mais au contraire, de profiter des périodes nocturnes où l'on dort et où la consommation est faible. Ce petit tour dans la piscine vous a creusé l'appétit? Ça tombe bien, je vous invite dans ma cuisine. J'ai envie de faire un gâteau au chocolat, c'est mon péché mignon. Mais j'ai pas mal de recettes et je ne sais pas trop laquelle choisir. J'ai décidé de les tester. Je casse les œufs, je prends la farine, le sucre, je mélange, je fais fondre le chocolat, je mets au four. Après plusieurs essais, victoire, j'ai trouvé le gâteau parfait. Vous m'en direz des nouvelles. Mon travail pour la thèse, c'est un peu comme la pâtisserie. Je cherche la bonne recette. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le gâteau, mais la température de l'eau de la piscine. La recette est le modèle que je cherche à déterminer et qui me permettra de calculer la température de l'eau. Pour cela, j'aurai besoin des bons ingrédients. Température de l'air, vitesse du vent, humidité de l'air ou encore le nombre de baigneurs. En parallèle, je réalise des mesures sur une piscine en exploitation. Je peux alors comparer la température mesurée et la température calculée, ce qui me permet de déterminer le meilleur modèle. Quand je l'ai, je peux alors trouver le moment idéal pour chauffer les bassins. Et je diminue. Diminuant ainsi le coût d'exploitation et par la même occasion l'impact sur l'environnement. Tout le monde est content. Et quand j'aurai fini, je crois que j'aurais bien mérité de vous rejoindre dans l'eau. Merci beaucoup. Moi qui adore nager en hiver, bon, c'est promis. En attendant que tu termines, je ne râlerai plus quand la piscine sera froide. Merci beaucoup. Bon, on va nager dans un autre élément. On va parler de la gestion et la valorisation des déchets ménagers et assimilés dans les territoires insulaires. Il nous vient du laboratoire Piment. Je vous demande d'accueillir Ludovic Fontaine. Laissez-moi vous conter une histoire. L'histoire de nos 4 chenins blancs, qui ne sont pas à l'écran. Si je me rappelle bien de cette histoire, il y avait Norbert, Hubert, Robert et Harry Covert. Ils étaient assis sous le pied de Philao de Papy Denis, et ils s'adonnaient à leur jeu favori, qui était sans nul doute la piraterie. Si bien qu'après avoir guerroyé et festoyé, il était l'heure venue d'aller chercher leur trésor. Mais hélas, après avoir fouillé canapé et autres coffres à jouer, point de trésor. Bredouille y rentrait alors. Mais au loin, qu'est-ce qu'il y a? Ceci n'est point une poubelle, ceci est un trésor. Perplexe, mais pas bête nos gamins. En effet, le contenu de ce contenant, valorisé dans de bonnes conditions, valait son pesant d'or. Et donc, cela permettrait, dans de bonnes conditions réalisées, de préserver notre environnement, de garantir
également nos cadres de vie, de requalifier nos ressources naturelles et voire même d'en créer de nouvelles. Maintenant, si je vous dis 370, 693, ce n'est pas les chiffres du loto, hein. Il s'agit en fait de quelque chose d'un peu moins reluisant. Il s'agit de la quantité de déchets enfouis chaque année à La Réunion. Si bien, et en clair, 370 000 tonnes de déchets. Chaque année, chaque habitant voit ainsi donc 70% de leurs déchets enfouis, soit cela correspond en clair à 450 kg de déchets. C'est donc ainsi, dans cette problématique, et en tenant compte également des différentes spécificités de l'île, telles que l'insularité, pression foncière ou encore croissance démographique, que mon projet s'inscrit en 2 points. Donc, en 1, comme mes amis les petits pirates, carte à la main, je m'en vais débusquer et déloger les différents gisements et potentiels de déchets, et ceci afin de mieux comprendre la logique et la démarche de la production des déchets. En 2, entre services, modélisation et scénario prédictif, je m'en vais proposer différents éléments de réponse, et ceci afin de capter notre ressource et notre trésor défini, mais également pour mieux valoriser nos déchets. Mais attention, dans l'exécution de ce travail, chacun compte, chaque geste compte. Et c'est pour cela que je m'adresse à vous aujourd'hui. Braves gens que vous êtes, joignez-vous à ma quête, et des déchets, nous partirons à la conquête. Merci. En fait, ce que tu m'expliques, c'est que quand à la maison, je dis aux enfants, vous voyez, on mange bio, il faut faire le tri sélectif et tout, tant que tu n'as pas trouvé de solution, c'est ça. C'est un peu la problématique. Ouais, c'est un peu ça. Ok, ben mon gars, bon courage, tu as du boulot. Merci beaucoup et on compte sur vous. Allez, dernière candidate de cette finale régionale, elle nous vient aussi du laboratoire Piment. Elle va nous parler de l'approche compréhensive des projets d'aménagement urbain à La Réunion. Je vous demande d'accueillir Ève Etienne. Je suis en place. C'est à toi. D'ici 30 ans, nous serons 1 million d'habitants à La Réunion. Mais qu'est-ce que ça change? Ce n'est que 150 000 habitants supplémentaires à loger, alors qu'aujourd'hui, nous peinons à répondre à la demande. C'est aussi 150 000 bouches supplémentaires à nourrir quand nos capacités de production sont limitées et que nous nous plaignons de la vie chère. C'est aussi 150 000 nouveaux emplois à créer quand aujourd'hui notre taux de chômage est proche des 23%. Et enfin, c'est 150 000 habitants supplémentaires sur nos routes, déjà saturés. Mais n'ayez pas peur, ces problèmes, d'autres pays du monde les rencontrent. Et pour y répondre, nous avons inventé le projet d'aménagement durable, qui consiste à organiser l'espace de sorte à répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Les projets d'aménagement durable fonctionnent plutôt bien. Cependant, nous avons constaté que ce qui marche chez mon copain ne marche pas forcément chez moi. Pourquoi? Parce que le projet d'aménagement durable doit être adapté à son territoire. Et c'est cela qui rend difficile la vie d'un aménageur à La Réunion. Parce que non seulement il doit penser à des projets adaptés au contexte d'une île, mais en plus, les communes ne se ressemblent pas l'une et l'autre et les territoires sont différents parfois dans la même commune. Alors moi, Ève Etienne, je ne peux pas loger 150 000 personnes. C'est vrai, il me suffirait d'une dizaine de tours, de 500 mètres de haut, que j'installerai à Mafate puisque nous n'avons pas de place sur le territoire. Mais hormis le procès avec l'UNESCO, la colère des habitants ou encore la tâche paysagère pour les touristes, je serai aussi responsable des premiers embouteillages en hélicoptère ou d'une nouvelle polémique pour une nouvelle route. De même, je ne peux pas nourrir 150 000 habitants. C'est vrai, il suffirait de raser le campus où nous nous trouvons et d'en faire une ferme agricole. Mais qu'allons-nous devenir les milliers d'étudiants? Par contre, ce que moi je peux faire, c'est déterminer quel est le projet d'aménagement qui va avec son territoire. Pour cela, j'ai besoin d'informations
sur la population, sur l'économie, l'environnement ou encore la culture et bien d'autres. Mon travail, c'est de fouiller avec mon ordinateur pour en extraire des bases de données et des documents d'urbanisme les informations dont j'ai besoin. Mais j'ai aussi besoin des acteurs de l'aménagement, qui sont les porteurs de projets, et vous, la population, qui répondez à mes questionnaires et me consacrez parfois jusqu'à 1 heure de votre temps en entretien pour me révéler des détails auxquels je n'aurais jamais pensé. Toutes ces informations me permettent, d'un côté, de dresser des profils de territoire, de l'autre, de déterminer la durabilité des projets d'aménagement et de vérifier leur adéquation. Alors merci à vous. Merci à toi, Ève. Bon, c'est sûr, la fluidification de l'espace aérien pour les hélicoptères à Mafat, tu vois, tu as pas mal de boulot, comme tous ceux qui viennent de passer, et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on les rappelle et qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements déjà pour ce qu'ils nous ont produit. Je vous demande d'accueillir Camille Paquet, Daniel Poultny, Hélène Caillé, Michael Rakotobé, Emeline de Boisvilliers, Annabelle Céleste, Maximin Bonnet, Jocelyn Le Gall-Lassalle, Maïté Bernard, Ludovic Fontaine et Ève Etienne. Ça, c'est pour vous. Vous n'avez pas bossé pour rien. Observez. Wow. Bon, vous avez vu. Continuez de bosser, le monde de demain sera meilleur grâce à vous et ils en ont conscience. Alors, on va se laisser une demi-heure. Pendant cette demi-heure, le jury va pouvoir départager les candidats, mais vous avez une mission. C'est à vous de voter. Les urnes sont à l'extérieur. Regardez-les bien. Vous voulez que je vous redonne leur prénom dans l'ordre ou c'est bon? Tout va bien. N'oubliez pas de voter, on se retrouve dans à peu près une demi-heure pour la suite de notre soirée tous ensemble. Merci. Comme vous l'avez constaté, chacun de ces brillants candidats travaille sur une thématique qui concerne tout un territoire, parfois même au-delà de ce territoire. C'est la raison pour laquelle MT 180 implique bien plus de monde que juste les labos ou les universités. Ouh, il y a eu un coup de flash là. Est-ce que vous êtes prêts? Dans quelques instants, on va parler de vous. Ça implique aussi nos institutions. Et c'est pour ça qu'on va leur demander peut-être de se prêter au jeu, de nous donner leur avis en 180 secondes sur cet exercice de style et sur les enjeux peut-être de ma thèse en 180 secondes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Bon, alors du coup, sans plus attendre, je vais demander au président du conseil académique de l'Université de La Réunion, Gilles Lajoie, de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le président. Ben ça va, ça va. Je ne sais pas, je me suis dit 180 secondes. C'est peut-être court pour résumer 3 années, mais en même temps, c'est un laps de temps assez long pour nous donner votre perception de MT 180, peut-être les enjeux, ce que ça représente pour l'université. Est-ce que vous prêtez à l'exercice? Prête-moi ton micro déjà. J'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. On m'a pas donné le choix, donc je vais le faire en 180 secondes avec un petit bout en plus pour les remerciements quand même. Je négocie. Moi, je pars du principe que sans préparation, on est obligé de vous accorder le delta des remerciements. Oh, super. Alors, les remerciements, on lance ensuite. Hein. Bon, alors les remerciements. Très honnêtement, je suis
particulièrement heureux d'être là parmi vous ce soir. Et en même temps, j'ai une pensée pour Frédéric Meroui, notre président, qui aurait souhaité être là également. Mais il se trouve qu'il y a la conférence des présidents d'université avec discours de la ministre pas plus tard qu'hier sur la nouvelle autonomie des universités. Donc c'était quand même pas une occasion qu'il fallait rater. Donc il me transmet évidemment son amical souvenir. Il est lui aussi ravi que vous soyez tous très nombreux à répondre à cet appel pour nos étudiants. C'est une occasion rêvée pour montrer la richesse des thématiques de recherche et puis surtout montrer les talents de ces étudiants. Alors c'est une belle occasion ce soir de remercier aussi ceux qui nous accompagnent et je voudrais remercier tout particulièrement Madame Soubadou qui est vice-présidente du conseil départemental qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, Nathalie Noël-Cadet, élue régionale à la recherche, donc elle devait être parmi nous ce soir, et à l'enseignement supérieur. Puis Roger Ramchetti, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, qui est le président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de La Réunion. Je voudrais évidemment remercier les membres du jury, sans lesquels rien ne serait possible. Ce soir, j'aurais pas aimé être dans le jury quand même, parce que c'était redoutable, me semble-t-il. Et puis bien sûr, un grand bravo à nos candidates et à nos candidats, parce que là je trouve que ce soir, vous avez été dans l'excellence. Brillants orateurs, grands tribuns, les mots me manquent, c'était du zéro faute. Donc honnêtement, un grand bravo, et ça vient du cœur. Je n'oublierai surtout pas tous ceux qui ont rendu possible cet événement, c'est-à-dire nos services. L'ADP, la DHS, la communication, et évidemment le pôle recherche, sans qui cet événement n'aurait pas vu le jour. Ça fait 4 ans qu'on l'organise. On est très heureux à chaque fois d'envoyer nos plus beaux représentants concourir dans un concours national. Il me reste 63 secondes, c'est confortable. Maintenant, je vais vous donner effectivement mon avis. Eh bien, cet événement-là, il est important dans la vie de nos doctorants. Déjà parce qu'ils vont s'en souvenir toute leur vie. Quand on voit effectivement cette capacité qu'ils ont eue entre la demi-finale et la finale à améliorer leur performance orale, c'est bluffant. Donc ça, c'est un premier point. Ils ont réussi effectivement à améliorer cette performance. Ils sont désormais plus à l'aise qu'il y a 15 jours, 3 semaines. Et ça, c'est génial. Ils ont amélioré. Ensuite, ce qui me semble important de souligner, 28 secondes, c'est effectivement que leur sujet de thèse, vous l'avez compris, ils sont extrêmement précis parce que c'est la recherche qui fonctionne comme ça. Mais dans le même temps, ça répond à des vraies préoccupations sociétales. Il y a derrière des questions majeures. Alors, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, hein, on le sait tous quand on a lu Rabelais et Pantagruel. Et leur sujet de thèse, eh bien, ça répond effectivement à des sujets importants pour nos sociétés et pour demain. Qu'il s'agisse des sujets mémoriels, qu'il s'agisse des sujets scientifiques, ce sont de belles questions et qui méritent effectivement qu'ils passent 3 belles années de leur vie à les traiter pour nous. Merci à vous. Wow. Quel talent. Wow. Eh oui. Bon, vous avez vu, a priori, quand on met des défis à l'Université de La Réunion, ils sont relevés. Donc, je m'empresse de ce pas à inviter Madame Marilyn Soubadou, vice-présidente du conseil départemental, à me rejoindre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame Soubadou. Bon, je ne vous impose pas l'exercice de style. Non, vaut mieux pas. Bon, vous savez quoi, éteignez-moi ce chronomètre. C'est vrai? Bon. C'est pas vrai. Bon, on vous écoute. Cachez-moi le chrono, cachez-moi le chrono. Oui, cachez le chrono. Monsieur le Président du Conseil académique de l'Université de La Réunion, Monsieur Gilles Lajoie, Madame la représentante du Conseil régional de La Réunion, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, quelle soirée. Vraiment, quelle inventivité, quelle singularité. J'aime justement ce qui se différencie, ce qui se singularise. Tout se distingue. Et lire vos 2 représentants réunionnais qui participeront à la finale nationale n'est déjà pas chose facile. Mais alors, présenter votre sujet de recherche en 3 minutes, vraiment,
en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Bravo, quel défi! Ce défi auquel l'Université de La Réunion, l'école doctorale Sciences, Technologies et Santé invite ses doctorants pour la 4e édition consécutive. L'enjeu de ce concours est de taille, puisque le lauréat du prix du public et le lauréat du premier prix du jury représenteront bien évidemment fièrement La Réunion à la demi-finale nationale en avril à Paris. Doctorants qui, grâce à cet événement, cumuleront plusieurs milliers de vues sur YouTube, j'en suis persuadée, et mobiliseront, à n'en point douter, sur les réseaux sociaux. Faire en 3 minutes un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche, le tout avec l'appui d'une seule diapositive, bravo. Il faut en avoir du talent de persuasion, des dons d'orateur, des facilités d'élocution. Rajoutons à cela le fait qu'il faille résumer votre pensée sans l'amputer, sans la mutiler. Un jour, l'image aura le dernier mot, disait Roland Barthes. Le choix, votre diapositive, a donc été primordial, essentiel, capital, dans notre monde contemporain, dans lequel on ne réagit principalement que par l'émotion et l'image. Émouvoir et convaincre, c'est ce que vous avez fait. C'est bien de cela dont il s'est agi pour vous ce soir. Vous avez été admirables et formidables, courageuses et courageux, de vous lancer ce défi personnel, chacune, chacun d'entre vous, à votre manière. Soyez-en chaleureusement et sincèrement remerciés. Je n'en doute pas que pour le jury, ça a été un exercice très compliqué. Il m'aurait fallu 11 jetons pour vous les attribuer à vous tous, puisque vous avez été excellents. Vous êtes arrivés à ce stade-là, je crois que vous pouvez tous vous applaudir. Vous êtes des excellents et brillants étudiants. Bravo à vous et merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente du conseil départemental. On a eu la vision du conseil départemental et je vais demander à Madame Nathalie Noël, élue en charge de l'économie circulaire, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au conseil régional de me rejoindre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ça va. Bon alors, qu'en est-il de la région? Ma thèse en 180 secondes, on fait quoi? On met le chrono, on met pas le chrono? Allez, on met le chrono, mais j'ai quand même un discours assez protocolaire, mais allez. Mais on aura toujours le delta pour le fait d'être prise sur le fait. Oui. C'est bon pour vous? Allez. Attention, c'est parti. Allez, je vais essayer l'exercice. Effectivement, c'est pas évident lorsqu'on a un discours très protocolaire, mais j'ai trouvé, déjà, mesdames et messieurs, bonsoir, et puis j'ai trouvé vraiment cette présentation de haute qualité, donc je vais essayer d'être à la hauteur de cet exercice. Donc bien sûr, après tout le protocole, les remerciements à l'université, vraiment pour l'organisation de cette soirée, parce que c'est une visibilité pour notre territoire, pour comprendre et vulgariser la recherche. Donc je remercie le président du conseil académique de votre accueil et puis de l'idée que vous avez eue pour la visibilité de notre université. Je remercie aussi les directeurs des écoles doctorales, les directeurs de thèse, les doctorants et les doctorantes, et bien sûr les membres du jury avec une tâche qui est particulièrement complexe vu la qualité de la présentation des sujets qu'on a eus. Et je suis heureuse ce soir de représenter le président de région, M. Didier Robert, qui je suis sûre aurait apprécié la qualité de vos sujets.
Ce qui est particulièrement intéressant pour nous au niveau de la région, c'est de voir effectivement comment l'ancrage de la recherche peut aider au développement de notre territoire. Et je vois sur certains sujets, non pas parce que je suis déléguée à l'économie circulaire, mais l'impact, alors ça n'a pas eu d'influence sur mon vote, hein, ne vous inquiétez pas, mais l'impact que peut avoir effectivement votre recherche sur le développement de notre territoire. Et puis c'est particulièrement un honneur puisque au niveau de la région, nous accompagnons les doctorants avec une vingtaine d'allocations de recherche chaque année qui permettent aux doctorants de pouvoir développer leur travail de manière beaucoup plus sereine, parce qu'on sait très bien que sur la recherche, c'est pas évident de pouvoir à la fois travailler en même temps et puis de pouvoir rendre effectif son travail. Et c'est aussi l'accompagnement de la région sur les post-doctorats. Donc sachez, vous qui préparez votre thèse, si vous avez envie effectivement de continuer, d'intégrer un laboratoire pour de la recherche, que ce soit de la recherche sur le développement, recherche fondamentale, que vous avez, on a l'occasion de vous accompagner aussi sur la recherche, 30, c'est compliqué, sur des bourses post-doctorat. Donc, pour aller assez rapidement, l'accompagnement de la région se fait sur effectivement la réussite de la jeunesse. Et ce soir, je suis vraiment ravie de voir que cette jeunesse réussit et que cette jeunesse apporte au territoire et qu'elle va aider au développement, à l'aide à la décision pour le développement sur le territoire. Waouh! Merci beaucoup. Vous notez comme moi-même, on est sur un territoire où on a l'université, le département et la région qui donnent le là. On ne les a pas prévenus et en 3 minutes, ils vous ont passé l'essentiel des messages, vous ont valorisé. Bon, c'est plutôt bien pour l'avenir, ça. Ils sont dans la même dynamique que vous. Mais vous n'êtes pas venus pour ça. Vous êtes venus pour savoir qui va partir en métropole défendre les couleurs de la Réunion. C'est bien ça? Oui, accessoirement, d'accord. Vous êtes venus parce que c'est vendredi soir et que vous aviez envie de vous cultiver, moi aussi. Mais... Donc, on va appeler les membres du jury qui ont eu cette tâche difficile. Je vais demander à Mathilde Sinama, ingénieure conseil en financement de l'innovation du cabinet Initiativas, de me rejoindre, accompagnée de Laurent Gaborio, le directeur de la Technopole de la Réunion, avec Johanna Martin, journaliste à RTL Réunion, Patrice Huet, directeur scientifique de la Cité du Volcan, et Jonathan Vidal, archéologue, ingénieur d'études à la direction des affaires culturelles. Vous pouvez les applaudir, ça n'a pas été simple pour eux ce soir. Je vais vous demander de vous rapprocher. Parce que là, c'est un moment un petit peu intime, donc on va se rapprocher un petit peu du public. Alors, Madame Sinama, vous êtes-vous imaginé à la place de nos doctorants? Et vous aviez la boule au ventre. Qu'est-ce qui a été le plus complexe pour le jury? Ce qui a été le plus complexe, c'est déjà qu'on a des sujets très diversifiés, présentés pas tous de la même façon. Chacun a pris un axe assez particulier et propre à sa personnalité en fait, pour présenter son sujet. Je ne vais pas parler au nom du jury, hein, bien sûr, ça c'est mon avis personnel. Voilà, c'était un travail de très bonne qualité. Vraiment, nous, on n'a pas vu la progression, en fait. On a découvert les sujets ce soir, mais c'était vraiment un travail très impressionnant. Il n'y a pas de doute sur le fait que vous pouvez largement entrer en compétition au niveau national avec vos sujets aujourd'hui. Voilà. Oh, bon, vous êtes déjà satisfait, plus besoin d'avoir le résultat. Bon, allez, on va faire un petit tour pour avoir les impressions de chacun d'entre vous. Je vais vous passer le micro, histoire de ne pas vous couper, en fait, dans votre élan. Alors, on enchaîne? Bonsoir et d'abord merci. Merci
parce que c'était un très très bon moment, c'était extrêmement intéressant, on a appris beaucoup de choses, en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses. 3 minutes c'est très court, ça peut être très long dans certains moments, mais c'est très court en réalité pour parcourir l'intégralité de votre sujet de thèse, donc déjà bravo pour ça. 3 minutes dans le métier qui est le mien, je sais que c'est, voilà, il faut le combler et c'est pas toujours évident de faire passer le message qu'on veut faire passer. Donc beaucoup d'idées et de mise en scène dans ce qu'on a vu ce soir et ça c'était très original. Il faut que les doctorants sortent de leur labo pour venir nous parler parce que vous faites ça très bien. Oui, bonsoir, Laurent Gabriot, Technopole de La Réunion. Alors, je dirais que vous êtes des géants créatifs, innovants, parce que vous avez été brillants et que les domaines pour lesquels vous avez tous travaillé sont d'un pragmatisme et vous avez su poser le contexte, le pourquoi. Parce que souvent, dans le développement, on peut rechercher, mais aussi cette confrontation avec le pourquoi, plutôt avec une philosophie. Et confronter la philosophie et la technologie sont souvent un bon terreau de création et de réelle création. Et donc cette approche était vraiment pour tous, vous avez été des assez géants dans vos présentations et bluffants. Et puis si pour certains, vous les développez, des dynamiques entrepreneuriales, vous pouvez peut-être candidater au prochain concours de création d'entreprises innovantes de la Technopole qui sera ouvert le 13 avril. Mais sachez que vous avez des thématiques qui sont déjà bien travaillées sur la R&D et dans certaines entreprises innovantes. Et donc, vous avez ce pragmatisme opératif d'ores et déjà. Merci à vous et vraiment plaisir également partagé d'avoir partagé cette soirée avec vous. Oui, donc, cette soirée était vraiment particulière dans ce sens où c'est vrai qu'on a pu découvrir 11 thématiques que pour certains on ne connaissait pas, on ne connaît pas forcément tous, du moins de la formation correspondant donc à la présentation. Et c'est vrai que moi personnellement, donc, je suis géologue, ça a été difficile de ne pas trop me concentrer sur la première présentation qui était en lien avec la géologie et le volcan bien sûr. Mais à la Cité du Volcan, donc, comme vous le savez, c'est la vulgarisation des sciences et du volcanisme. Donc ce soir, ce que j'ai pu voir, c'est vraiment que ce challenge, il a été largement remporté. Et comme tout à l'heure, les différents membres, le président et la vice-présidente de l'université, ainsi que les élus du conseil départemental et de la région l'ont dit, c'était vraiment un challenge également pour nous de pouvoir vous noter pour ces différentes présentations. Donc encore une fois, félicitations à l'ensemble des 11 candidats. Bravo à tous, parce qu'en quelques séries de 3 minutes, vous avez montré un panorama de la recherche qui se fait actuellement à La Réunion, et puis un panorama des talents qui vont faire la recherche de demain. Donc c'était vraiment un beau challenge, et puis surtout, merci de vous être impliqués là-dedans, dans cet exercice, parce que quand on est dans son travail de thèse, on peut être un peu concentré là-dessus, et vous avez pris du temps pour diffuser votre recherche. Et c'est quand même l'objectif, le but de toute recherche, que ça arrive au public. Donc c'est quand même pas rien. Et puis on est nombreux à avoir été confrontés à la question alors c'est quoi ton sujet de thèse? Et non seulement vous êtes plus corrompu à l'exercice maintenant, et puis vous avez montré que théâtraliser sa présentation, sa réponse, ça aide beaucoup. Et donc comme représentant de la direction des affaires culturelles, je voulais montrer l'intérêt de ça et de la culture en général. Merci beaucoup. Je tiens à vous rappeler que dans les différents critères qu'avait le jury pour départager les candidats, il fallait qu'ils puissent observer leur capacité à vulgariser en fait leur recherche, l'aisance verbale, la cohérence de la présentation, l'originalité. Imaginez à quel point c'est complexe quand on n'est pas obligatoirement de l'environnement du candidat, d'être vigilant, attentif et de faire un choix. Alors maintenant, vous avez envie de savoir qui se trouve dans ces deux enveloppes. C'est le cas, oui ou non? Alors, je vais vous demander de remercier le jury encore une dernière fois. On va les laisser reprendre leur place dans les gradins. Merci à vous. Et on a noté pour le 13 avril. Et pour pouvoir remettre ces prix, je vais demander
à différentes personnes de me rejoindre, des personnes qui étaient à votre place l'année dernière. Je pense que ça, c'est un moment sympa aussi. Et le moment où on a présenté sa thèse, peut-être on a pu partir la défendre, et puis il y a le moment où il y a la passation. Alors pour cette première passation et pour le deuxième prix du jury, je vais demander à Elsa, lauréate 2018, de me rejoindre sur scène. Elsa. Elsa. Alors, on va te donner un micro parce que toi... Bonsoir tout le monde. Viens, rapproche-toi. Ça te rappelle de bons souvenirs? Oui. Bon, avant de te remettre l'enveloppe, alors comment c'était pour toi l'année dernière? L'année dernière, c'était vraiment le stress. Même là, je stresse. Mais c'était vraiment le stress. Mais on nous a donné des exercices pour gérer nos stress et ça va après. Bon, et comment tu les as trouvés, nos candidats? Ils sont vraiment à la hauteur, avec les belles prestations, bien illustrées. Bravo, félicitations à tous. Vous avez entendu, elle vous félicite. C'est magnifique. Je vais te remettre cette enveloppe dans laquelle nous aurons le nom de celui ou de celle qui aura remporté le deuxième prix du jury. Est-ce que tu peux regarder dans l'enveloppe, s'il te plaît? Suspense. Tu peux nous annoncer à qui revient le deuxième prix du jury cette année, s'il te plaît? Le deuxième prix du jury de ce concours Ma thèse en 180 secondes, cette année, s'adresse à Annabelle Céleste. Rapproche-toi, rapproche-toi. Wow. Bon, il faut qu'on prévienne France Inter qu'elle arrive. Annabelle. Il faut que je parle tout de suite. Bah oui, t'as un chèque. Merci beaucoup déjà à l'université d'avoir préparé ce concours, de nous avoir aidés à nous préparer à ce concours. Merci de nous avoir mis à disposition des coachs qui ont été très inspirants, comme vous. Je remercie aussi mes camarades, en fait, parce qu'on s'est beaucoup soutenus, on s'est beaucoup entraidés. Et, merci à vous aussi. Et je vais remercier ma famille et les gens qui m'entourent et qui me supportent dans cette aventure qui est la thèse depuis maintenant 3 ans. Et c'est aussi compliqué pour eux que pour moi, en vrai. Donc voilà, et merci à vous d'avoir voté pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci Annabelle. Ça ne s'arrête pas pour toi. Et merci Elsa de nous avoir fait part de ton ressenti. Je vous laisse y aller, garde bien ton chèque. Tu peux en profiter, aller te promener avec ton chèque, montrer, tu vois. Tu peux, oui, tu peux. Elle va t'accueillir. Tu veux rester? Tout à l'heure, elle avait 3 minutes. Et au bout des 3 minutes, elle est partie comme ça. Et là, maintenant, elle veut rester. Reste avec moi. Attends. En fait, tu sais quoi? Tout à l'heure, tu parlais de peut-être ta visualisation de ton métier futur. Est-ce que tu peux appeler quelqu'un pour moi, s'il te plaît, Annabelle, qui est un lauréat de l'année dernière? Est-ce que tu peux appeler là cette personne-là? J'ai du mal à lire. Alors, je vais appeler Frédéric de l'UMR Espace Dev qui a remporté le premier prix du public l'année dernière. Frédéric, si tu veux bien nous rejoindre.
Merci. Tu veux rester encore ou... Merci Annabelle. Un tonnerre d'applaudissements pour Annabelle. Je te laisse récupérer ton micro, Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour des questions de perspective, reste à au moins 1m50, tu es un peu grand. Je te remets l'enveloppe, mais ne la regarde pas. Bon alors, tu les as trouvés comment nos candidats de cette année? Comment? Comment as-tu trouvé nos candidats de cette année? Bah, c'était excellent, vraiment, à un niveau encore très très haut. Et voilà, c'est un plaisir d'être dans le public aussi, au lieu de sur scène. C'est quand même assez différent. Ah ouais? C'était mieux quand l'année dernière ou cette année? Ah ben c'est difficile à dire. Surtout, chacun est très différent. Et à Paris, par exemple, on avait vu 56 dans une journée. Donc c'est une diversité énorme de sujets, de personnages. Et c'est magnifique. Ouais. Si tu as un conseil à donner à ceux qui vont partir. Comment? Si tu avais un conseil à donner à ceux qui vont partir, qu'est-ce que ce serait? Un conseil, soyez à l'aise. C'est de toute façon la personne qui va gagner le voyage, les deux qui vont gagner le voyage à Paris. Ils ont déjà gagné ici, donc là à Paris, tout le monde était déjà gagnant, donc tout le monde est déjà à l'aise et heureux à cause de ça, grâce à ça. Et voilà. Bon, et la suite, c'est quoi? Parce qu'une fois qu'on a fait MT180, on est parti. Qu'est-ce qui se passe après? On a passé 3 jours super intéressants. On a vu énormément de gens brillants, énormément de sujets. Et donc, la journée la plus intéressante, c'est quand même cette journée où tout le monde passe devant le jury. Et c'est très différent qu'ici, je trouve. Et il avait aussi un super programme à côté, un dîner au CNRS, sur une péniche sur la Seine, etc. Donc c'est très sympa. Je sais Attends, pas n'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Ok. Voilà. Bon, on va arrêter de faire attendre les gens. Ok. Attends. Tout va bien? Si je dois présenter le prix du public. Bon, tu sais quoi, on va inverser l'enveloppe, mais... J'ai rien vu. Hein. Moi, je sais, ne t'inquiète pas. Non, donc le prix du public. T'es prêt? Oui, je pense. Vas-y, annonce-le nous. Le prix du public de cette année, la gagnante, le gagnant, est Maximin Bonnet. Maximin Bonnet. Wow. Félicitations. Rapproche-toi, Maximin, rapproche-toi. Merci. Wow. Reste avec nous, tu es là. Qu'est-ce que je dois dire? Bon, alors, Maximin, là, l'idée, tu vois, c'est de sortir de ce truc formidable qu'on appelle l'ordinateur, tu vois, et que tu nous dises, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as ce chèque, que tu sais que tu pars en métropole pour nos vaches laitières? C'est ton tour. Bah c'est compliqué à dire. Déjà, je vais faire comme Annabelle, remercier ceux qui ont organisé le concours, ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont accompagné là-dedans, et surtout les autres candidats, parce qu'on s'est plutôt bien entendu et c'est assez agréable de trouver d'autres doctorants. On travaille souvent assez seul. Oh, on peut faire un arrêt. On peut faire un arrêt parce que ça, c'est hyper important. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est important de. Le doctorant est seul. Souvent, quand même. Assez. Ok. Et là? Eh ben, on s'est trouvé entre doctorants. C'est pas la même chose qu'avec un directeur de thèse. Bon, alors, si vous avez. Alors, j'ai envie de dire, au regard de ces informations, on a peut-être une société à monter le 13 avril et un truc à faire. La Technopole Accueil adopte un doctorant. Bref, au-delà de ces remerciements, qu'est-ce que je vais faire pour nos vaches à Paris? Essayer de défendre la Réunion et de présenter au mieux
mon sujet pour porter haut les couleurs de l'île. C'est à peu près tout ce que je vais essayer de faire. Merci beaucoup à Maximin Bonnet et merci au public pour son choix. Messieurs, je vous laisse redescendre, sauf si vous voulez rester. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'on ouvre cette troisième enveloppe? Non, c'est bon? Regardez, vous ne les voyez pas, mais moi je les ai en gros plan là. Ils se disent, bon ça y est, on a remis le prix du public, deuxième prix du jury. Ça va, pulsation cardiaque? Alors, pour remettre le premier prix du jury, je vais demander à Mélissa, lauréate 2018, de me rejoindre. Mélissa? Attention! Mélissa, tu viens de loin. Bonsoir, Mélissa. Tout le monde? Toi aussi, avec tes talons là. Reste pas trop près, c'est pour la perspective, tout va bien? Tiens, je te confie une enveloppe. Oui. Tu vois cette enveloppe? Oui. J'avais négocié un truc avec les petits jeunes pendant la préparation, alors garde-la précieusement. Comment c'était pour toi l'année dernière? Tiens, allons dans la lumière. Allons. C'était formidable. C'était un moment très émouvant pour moi et très formateur aussi. Très formateur. Très formateur d'un point de vue humain comme d'un point de vue professionnel. Oh, c'est hyper touchant ce que tu nous dis là. Ouais, vous avez entendu? Quoi qu'il arrivera à l'issue de cette expérience, ce sera enrichissant humainement et professionnellement. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est quelques moments de gloire et après on passe dans l'oubli. Waouh! Waouh! Alors, je vous avoue qu'entre les doctorants isolés et ceux qui passent de la gloire à l'oubli, je vous remercie de vous sacrifier pour le monde, mais il va falloir penser à vous quand même. Bon. Tu as envie de savoir quel est le nom qui est dans l'enveloppe? Parce qu'eux, ils ont envie. Tu peux le faire pour nous? D'accord. Attention. Normalement, j'ai un roulement de tambour, donc... Ah. Okay. Attention. On a déjà remis le deuxième. Donc normalement, c'est le premier, mais je peux récupérer l'enveloppe du deuxième. Je vous propose de faire une expérience que vous n'avez probablement jamais réalisée. Observez attentivement cet écran. Ne le quittez pas des yeux. Et rappelez-vous que la couleur bleue qui est froide est une couleur qui n'est pas fiable. Transformée, ah! Normalement, vous ne voyez plus rien. Attendez, il y a un truc qu'on ne vous a pas dit, c'est que la connexion... Ah. Bougez pas, bougez pas. Allez! Vous n'imaginez pas ce que ça peut demander en termes de connexion neuronale pour entrer sur un PowerPoint à distance. Alors on ne rigole pas. Et maintenant qu'on est au premier prix du jury, on les a fait attendre. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est? Bien sûr. Alors, le premier prix du jury de la finale régionale MT 180 de l'Université de La Réunion est... Vous voulez pas faire un roulement de tambour? Brrr. Maximin Bonnet. Maximin Bonnet! Wow.
Approche-toi, Maximin, approche-toi. Tu restes avec nous? Bon, je ne sais pas quoi dire de plus. Bah, écoute, je pense que tu vas te faire beaucoup d'amis maintenant. Ouais, peut-être mettre une note un peu plus positive. Ah Le bon, prix bah, du merci au jury, le prix déjà. du public, d'accord. J'espère mériter ça et bien le défendre une fois à Paris. Et puis profiter de ce moment de gloire avant l'oubli. Ah bah. Allez, je vous propose qu'on les rappelle. Les lauréats 2018, accompagnés d'Annabelle Céleste et Maximin Bonnet, nos lauréats 2019. Wow. Bon, il y a du boulot pour qu'on prépare la grosse finale, c'est ça? Là, deux thématiques. Ceux qui contrôlent l'océan, c'est ça, contrôlent le monde? Qui tient la mer, tient le monde. Et je ne sais pas si vous avez fait la corrélation directe, parce qu'il nous expliquait tout à l'heure que là, on pouvait nous priver de la viande, c'est par la mer. Il a intérêt à être sympa avec elle s'il veut éviter qu'on ait des soucis plus tard. Je vous remercie beaucoup. Profitez bien de ce moment. Et on va demander, à votre avis, qui va venir nous rejoindre maintenant? Ah, vous avez envie que tous vos camarades viennent? Allez, on va appeler tous les participants de cette finale. C'est bon. Mettez-vous en rang. Bon, ok, on s'est mis d'accord. Ils vont être récompensés eux aussi. Je vais demander au directeur de l'école doctorale des sciences, technologies et de santé de venir me rejoindre. Il est déjà venu, monsieur Christian Lefebvre d'Elancourt. Non mais... Et monsieur Alexis Parmentier. On peut être fier de cette promotion. Regardez-les. Alors, pour la petite anecdote, quand on a commencé la préparation, il y en a qui se sont dit, en fait, moi j'ai fait MT 180 juste pour avoir un sac. Non, on ne peut pas parler de la suite. Et il paraît qu'il y a un super mug MT 180. Oui, il y en a qui confirment? Alors voilà, ils ont fait tous ces efforts, 3 ans d'études, plus 2 semaines de travail acharné pour un mug. Et je vous demande de les applaudir parce qu'il faut une sacrée dévotion pour attendre un mug. Merci beaucoup. Et puis, depuis tout à l'heure, vous entendez parler d'une équipe. C'est un événement qui ne peut se produire que s'il y a une équipe bien constituée de personnes qui se coordonnent. Mais je ne peux pas les féliciter moi, puisque moi je suis arrivé comme la cerise sur le gâteau. Je vais demander à monsieur Gilles Lajoie de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Le président du conseil académique de l'Université de La Réunion. Monsieur le Président, tout à l'heure, je vous ai donné 3 minutes et j'ai interrompu rapidement les remerciements. Là, pour le coup, il n'y a pas de chrono et c'est le moment, donc je vous laisse le micro.
Vous savez que j'ai plus lâcher le micro hein, quand on me le donne. Non, je vais être très rapide tout de même pour remercier une fois de plus ceux que j'ai oubliés. Et à commencer par les 2 directeurs des écoles doctorales qui organisent effectivement de façon magistrale ce beau concours MT 180 avec tous nos services techniques, bien évidemment. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, j'en ai oublié sans doute, mais c'est vraiment toute une équipe qui se met au service eh bien, de nos doctorants pour améliorer leurs prestations orales et être en mesure eh bien, de vous montrer de quoi ils sont capables. Et je pense qu'ils l'ont tous fait vraiment de façon magistrale. Alors effectivement, on a une brochette de talents extraordinaires. Et puis, j'ai envie de dire qu'il faut faire un choix. Le jury a fait un choix, le public a fait un choix. Mais moi, je tiens vraiment à tous et toutes vous remercier individuellement parce que vous avez été tous et toutes très brillants ce soir. Merci de vos applaudissements à eux et merci à tous nos services qui ont organisé cette belle soirée. Et merci à vous pour votre présence. Merci, Monsieur le Président. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Est-ce qu'il y a dans la salle des personnes inscrites sur des thèses qui sont en première, deuxième année? Levez la main. Levez la main, soyez pas discrets là. Ok, est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière dans la salle qui ne puisse pas se cacher dans la pénombre, s'il vous plaît? Ok, voilà ce qu'il nous reste à faire. Inscrivez-vous, rendez-vous l'année prochaine. Parce que c'est votre tour l'année prochaine. L'année prochaine, vous étiez là, vous avez vu ce qu'ils ont produit, on vous attend. Et puisqu'un heureux événement n'arrive jamais seul, vous avez un cocktail qui vous attend. Et si vous êtes bon, l'année prochaine, vous aurez aussi un mug. Alors merci de votre participation. Merci pour cette soirée, merci pour eux. Et à l'année prochaine. Avec plaisir, merci beaucoup.